un livre par intérêt pour le sujet ou parce que quelqu'un me l'a référé. L'acheter, le louer, me diriger vers un autre volume parce que celui-ci dépasse un peu plus de la tablette, que son titre m'a intrigué. Écrire de Marguerite Duras. L'esprit des cheveux de Christiane Noireau. Ou encore le recueil de nouvelles Maison de vue. Apporter ce livre à l'atelier. M'arrêter enfin. Suspendre mes réflexions personnelles et interrompre mes nombreux questionnements. Sentir le papier rugueux sous mes doigts, tourner lentement les pages, entendre les mots de quelqu'un d'autre résonner en moi. De l'autre côté. Lire un texte dramaturgique parce qu'un metteur en scène me l'a proposé. Obtenir une copie papier. Prendre des notes. Au bout du fil d'Evelyne de la Chenelière. Trouver le texte bouleversant ou complètement ordinaire. Noter les phrases qui m'interpellent. Créer un espace entre mots et mouvements. Je suis scénographe pour le théâtre depuis maintenant 10 ans. Mon intérêt pour le travail du texte, mis en espace, m'amène à me questionner sur ce que provoquent les phrases dans mon processus de création. Mon travail en scénographie vient s'immiscer dans ma pratique artistique de l'installation. Il me permet d'opérer une fragmentation des phrases et un détournement du matériau. En traversant ce cadre scénique, en brisant ce qu'on appelle au théâtre le quatrième mur, ce mur imaginaire qui sépare la scène des spectateurs, je m'introduis dans le domaine des arts visuels et m'immerge dans l'interstice, là où transposition et transformation questionnent les origines textuelles et les habitudes qui me poussent à créer. Si les objets fragments que j'invente se détachent du texte original, je consolide ce lien avec les mots dans l'intention de perturber mon processus de création par le langage scénographique. L'approche interdisciplinaire favorisant le partage des savoirs me permet de mettre en perspective les fondements et les origines de ces pratiques. Je tente de tisser les fils qui les relient. L'installation et la scénographie possèdent des systèmes complexes, mais se rejoignent à certains égards. Tous deux portent une réflexion sur ce qui tente de les définir, l'immersion, la spatialisation, la multitude des matériaux, ainsi que sur la notion d'auteur, la place du spectateur, la pérennité de l'œuvre, et comme l'écrit Jim Drobnix, sur la mobilisation des sens. En mettant à distance les objectifs scénographiques de la traduction, je me façonne une démarche qui se distingue de l'acte de transposition. Août 2016. Je lis un recueil de nouvelles, Maison de vieux, et j'entends. Ça lui rappelle son enfance lorsque les vents salins de la côte bretonne faisaient craquer les volets. C'est quand tu veux contracter le temps qu'il semble vouloir s'étirer. Les phrases me renvoient des images jouant entre le passé et le présent. Je perçois une forme longue qui s'effrite, une matière fragile et souple, un bruit sourd qui disparaît. Ma recherche, semblable à celle de l'archéologue, m'exige de porter un regard et de prendre note, tenter de comprendre. Moi, la seule témoin à consulter ces traces laissées au sol, qui disparaissent aussitôt que je les fouille. Saisir des informations éphémères, silencieuses, et tenter de mettre en évidence les relations entre ces traces. Comment apprendre à voir avec les mots? Et réciproquement, qu'est-ce qu'une composition de mots peut nous enseigner sur l'acte de voir? Questionne Huberman dans la préface du livre La pensée des yeux. Cette réflexion m'habite aussi et mon interprétation s'arrime à celle de Rilke où voir des mots serait accepter l'expérience, le risque, l'épreuve, le dessaisissement, mais surtout d'en être concerné, transformé et impliqué. Je m'approprie les questions que peuvent amener les phrases. La tâche est lourde et le temps passe vite. Page 10. Pour qu'on s'accroche à quelque chose. Page 14. Je n'étais pas le centre de l'univers. J'interroge la place de la lenteur dans la contemplation de notre société contemporaine. Je me questionne sur le mouvement entre moi et l'autre. Je me demande quelle importance accorde-t-on à la mémoire et les fragments d'histoire.
L'étude sur le terrain des mots, en art tout comme en scénographie, me permet de percuter les idées premières qui me viennent en tête au départ d'une création. Elle rapproche mes réflexions sous une forme de dialogue entre l'écriture, le dessin et le croquis. En scénographie, ce sont les allées et venues des mots à la matière textuelle qui constituent le fil rouge me permettant de créer un espace en mouvement, une sorte de refuge dans le texte. En installation, je me permets de me détacher de cette idée de transposition temporelle et spatiale. J'opère une dissolution du matériau texte. Je prends position et m'inspire du fragment comme objet autonome détaché de ses origines. J'entremêle les notes personnelles, rendant compte d'une expérience qui demeure intense sans être totalement conçue, comprise ou expliquée. Je m'interroge donc sur un certain inachèvement du texte dans ma pratique scénographique. J'analyse les mots traversés par l'essence, me renvoyant à des images mentales. Je considère que les mots peuvent trouver une résonance l'un dans l'autre. Ce retentissement qui apparaît dans mon travail se retrouve également dans l'œuvre Parade de Claudie Gagnon. Elle s'est servie du contexte littéraire du conte du Petit Poucet pour créer un espace installatif appelant la fascination. Mon travail ne s'effectue pas dans les relations trans, inter ou multimédiales, puisque le texte se dissout en grande partie dans mes œuvres. Je laisse donc une place à mon sous-texte d'émerger. J'ai toujours aimé me faire des liens entre les histoires réelles ou fictives, créer des relations entre des lectures anthropologiques ou imaginaires. Dans mon atelier, des piles de livres vont et viennent sur la table. Les multiples cahiers de notes et croquis se remplissent. Mes références se trouvent dans la matière littéraire, dans les pièces dramaturgiques, dans les ouvrages thématiques, dans les essais. Ils ont en commun cet entretien à la temporalité. Je m'intéresse au vieillissement, à l'usure et à la solitude. Je collecte les extraits en transcrivant les phrases sur des petits morceaux de papier que j'accroche sur les murs blancs de l'atelier. Une étape appelée échantillonnage chez les archéologues. Dans mon projet Usure portée, celui que je vous présente aujourd'hui, je me suis permis de jouer avec la structure même du texte. Les 11 personnages âgés portent le nom des notes de musique, dont l'auteur ne fait mention dans leurs interactions. J'ai donc cherché à créer une chorégraphie avec les dialogues sous la forme d'une partition. J'en découvre les segments musicaux et spatiaux. J'ai remarqué que bien souvent, je n'utilisais pas les mêmes phrases d'inspiration dans mes installations qu'en scénographie, lorsque je me basais sur un même texte. Comme l'écrivait Yanis Kokos, le scénographe cherche à traduire par le rêve la parole des poètes. En installation, je sélectionne des phrases du texte pour faire émerger des sensations et opinions personnelles détachées de l'intégralité du propos de l'œuvre littéraire. Je surligne une partie, un fragment. Je crée un brouillage entre les mots et ceux de l'auteur. J'éveille des nouvelles images mentales que j'active dans la matière. Dans mon rapport avec l'installation, je documente ma recherche par un travail sur le terrain. Pour ce projet-ci, je voulais vivre une expérience du CHSLD pour comprendre cette lenteur et ses mouvements au ralenti. J'allais filmer la circulation des personnes âgées, avec l'intention du contexte où les étudiants interagissaient dans mon processus. J'ai choisi finalement de réaliser une documentation photo. Mais ensuite, j'ai creusé ce lien entre jeunesse et vieillesse en faisant réaliser des autoportraits vieillissants sur différentes surfaces par les étudiants comédiens. Toutes ces études ont nourri mon processus de création, mais n'apparaissent pas à l'intérieur de mes installations. Dans mon travail, une matière peut se révéler dans des phrases. Je peux lire les phrases plusieurs fois avant de les découvrir. Mon ombre leur fait peur, pleine de petits plis comme une robe du dimanche. Elle est couverte de petites lignes comme une tasse à thé en porcelaine et précieuse, et si précieuse qu'on
qu'on s'acharne à la recoller sans arrêt. Je perçois dans ces extraits tirés de 2 références que j'ai utilisées pour le projet Usure Portée une ligne dessinée incompréhensible, dépliée, une pâleur. Ce sont dans les matériaux de vestiges soutirés à la culture et retranchés dans l'intime que vient s'immiscer l'écho lointain des mots. Je perçois une sorte d'oscillation entre les phrases extraites du matériau texte et du matériau manuscrit. D'une matière découverte au hasard ou par exploration d'un matériau relevé par le senti d'une émotion, d'un objet étudié à un objet travaillé, toutes possibilités sont mises à l'épreuve pour créer un sens et un langage personnel avec les phrases abstraites du contexte littéraire. Prendre le temps d'entrer en contact avec le monde qui nous entoure par le biais des sens est une valeur familiale qui m'a été transmise et qui me ramène à la matière. J'ai toujours porté un intérêt particulier pour les objets portant une histoire ayant des qualités sensibles. Je prends des photos, je dessine, écris sur ce que j'observe. Je travaille avec les objets témoins, complices ou partenaires de la vie quotidienne, avec des matériaux organiques et naturels. La matière que je nomme intime, comme le bois, le papier, les fils, les cheveux, l'eau, est liée à mon univers affectif pour les sensations, les odeurs, les couleurs, les sonorités et les textures. Elle partage plusieurs caractéristiques communes, comme une dimension cyclique, fragile et naturelle. La matière culture est liée à ma passion pour les objets chargés d'histoire personnelle, que ce soit d'un piano lié à mon enfance, d'un métier à tisser ou d'un vieux pupitre. Chacune d'elles me transforme. Tous ces objets fonctionnels et familiers, désuets ou démodés, toutes ces matières existent dans la continuité du temps. J'aime intervenir avec la matière parce qu'elle entre en dialogue avec mes réflexions, elle peut confronter mes idées et en amener une autre par accident. J'ai besoin de trouver un sens entre ce qui se passe entre ma main et ma tête. Je me compare à l'artisan qui, comme le décrit Sennett, possède un savoir-faire. J'utilise certaines propriétés des matériaux et les transforme avec les compétences acquises au cours de mon parcours de dessin, de peinture et de menuiserie. Je les assemble, je les détourne de leur usage premier. En scénographie, tout matériau et objet peuvent devenir une métaphore. Nous pouvons évoquer de l'eau en utilisant un simple tissu, un jeu de miroir, un éclairage, un son et dans mon cas, dans le cas ici présenté, un plastique réfléchissant. Dans mes installations, j'utilise ces codes pour provoquer une impression d'étrangeté, faire surgir un sentiment d'attraction, une impression de déjà-vu et encore un souvenir lointain imaginé. Les interrogations qu'amène le travail de l'image et de leur forme se posent depuis plusieurs années. Ces œuvres parlent à l'intelligence et aux capacités conceptuelles au lieu de s'adresser au sens d'appeler des réactions incarnées indifférenciées. Par mon désir de manipuler les matériaux, de représenter ce qui est irreprésentable par essence, je tente de produire des installations jouant avec le monde sensible entre formes reconnues et formes inconnues. La spatialisation peut se trouver dans le texte. Il faudrait un conteur, quelqu'un qui a une vue d'ensemble pour nous dire ce que nos petits gestes ont comme portée. Ces phrases m'évoquent une traversée, un long corridor, une vision lointaine. J'accorde une importance à la fonction de l'espace, son architecture, sa forme, l'époque de sa construction et l'énergie qui s'en dégage. L'environnement peut établir une dynamique entre l'œuvre et le spectateur. Je crois que cette incursion provenant de la scénographie vient altérer ma pratique. J'intègre un rapport de proportion, je crée des liens de tension, j'expose un point de vue. Je retrouve des points communs dans la pratique de Mona Hatoum qui questionne le dispositif et l'espace par le dessin. J'ai toujours pris le temps de contempler l'environnement qui m'entoure, qu'il soit naturel ou bâti. Observer les petits détails dissimulés, s'opposant au simple regard. Rapide sur un texte ou une image. Lorsque l'archéologue effectue une fouille, il tente de mettre en lien les vestiges recueillis et le lieu où il les a découverts. Je cherche à comprendre et je crée des repères dans l'espace.
Lorsque je travaille avec une installation, je réfléchis toujours à l'environnement dans lequel il prend forme. Je vais visiter le lieu, je choisis son emplacement, relève sa plantation et prends quelques photos pour le garder en mémoire. Ne rien oublier. Contrairement à la boîte noire au théâtre, où tout est à construire, le lieu d'exposition possède plusieurs formes. Les qualités d'un espace peuvent varier et interagir avec nos perceptions. Je remarque qu'elles peuvent nous envelopper, nous repousser. Je m'aperçois que la couleur du mur, la forme d'une architecture, l'odeur de ses matériaux, la dimension acoustique et les intervenants et travaillants peuvent enrichir ou nuire à tout échange avec mon travail. Pour percevoir l'impact de l'espace sur mes installations, je réalise toujours une maquette à l'échelle où je jouerai avec horizontalité, verticalité, matérialité et pesanteur. Je considère que la relation entre le spectateur et l'œuvre peut apporter un rythme de lecture, un rapport de grandeur ou de proximité physique. Mes installations jouent avec cette interaction. Peut-être que cette réflexion, posée par de nombreuses discussions et échanges entretenus avec le metteur en scène, m'influence. Pour moi, l'expérience que l'on peut faire d'une œuvre d'art, d'une installation, permet de jouer avec la distance et le rapprochement. Le corps et les mouvements du spectateur interagissent constamment avec l'environnement. C'est ce que nous explique l'architecte Juhani Pallasmare. Ma recherche note cette expérience corporelle qu'effectue le spectateur. C'est pourquoi dans mes dessins, souvent, je tiens en considération ceux-ci. Je réfléchis à la circulation des spectateurs ayant en tête ce que je choisis de révéler ou de dissimuler. Ici, dans mon installation Usure portée, j'utilisais la forme longitudinale et dynamique de l'espace. Mon œuvre, mise en espace rythmé, parcourait le long couloir du foyer d'accueil du Théâtre Rouge. Je faisais ainsi écho au corridor du CHSLD où la déambulation et le regard au sol s'expriment dans l'espace. Je peux percevoir plusieurs choses dans une même phrase. Et pourtant, son propre corps faisait tout pour qu'il continue. Tout se met en marche invariablement pour vivre. Un rythme cardiaque. Une machine. Mon atome est une artiste que j'affectionne pour sa démarche spatiale et matérielle, et surtout pour ses assemblages créant l'étrangeté. Atome s'efforce de représenter ce qui est souvent irreprésentable par essence, et ce, grâce à la métaphore. Elle étudie la manière dont l'intime et le social entrent en relation. Mes installations peuvent donc prendre plusieurs formes. De l'assemblage de matériaux mis en espace, j'aspire produire, comme l'écrit Huberman, une forme épreuve. Dans ma pratique, l'assemblage d'objets hétérogènes, la création de liens entre les différents matériaux me permettent de créer des anomalies poétiques et de bousculer notre rapport à ceux-ci. J'ai toujours aimé prolonger mes histoires et mes rêves, créer des liens impossibles entre mon imaginaire et la réalité. Par la transformation du matériau textuel, matériaux intimes et objets culturels, j'éprouve la forme même du texte se trouvant à l'origine du fondement de la scénographie. Par le fragment agencé, j'évoque la possibilité qu'à titre de scénographe, je ne trouve pas moyen de parachever une œuvre écrite en espace. De cette hypothèse se formule une problématique qui interroge la forme du texte dans ce passage vers l'installation. Pour moi, la production d'objets fragments est une façon de réinventer une nouvelle pratique artistique. Investir à ma façon le matériau textuel et intervenir avec le sens de l'objet. Les dispositifs que je sculpte dans l'espace créent des interférences où les jeux de correspondance, de dissonance me conduisent à révéler un potentiel d'étrangeté et de poésie. Dans mon exposition de fin de maîtrise, je propose cette fois d'intervenir sur différents fragments récupérés de mon décor. Je souhaite l'investir dans une autre forme, un autre espace, et ainsi me confronter à une nouvelle lecture. Avant de vous présenter comment s'élabore ma peinture, je souhaite débuter ma présentation en évoquant une situation bien personnelle. Je suis myope, légèrement dyslexique, et j'ai tendance à faire des liens rapides entre les choses, ce qui m'amène parfois à déformer la réalité qui m'entoure. Ces caractéristiques m'ont toujours amené à douter,
de ce que je vois, de ce que je lis, de ce que je comprends. Loin de concevoir ce doute comme une faiblesse, je suis venu à l'envisager comme l'écrivaine théoricienne Siri Hützfeldt, c'est-à-dire comme un catalyseur de l'attention. Cette particularité m'accompagne lorsque je peins à l'atelier. Tout au long de l'élaboration d'un tableau, j'ai constamment ce doute où je me dis que tout pourrait bien être autrement. Un doute qui m'amène fréquemment à recouvrir mon travail de peinture liquide ou d'une structure formelle qui affectera la perception du tableau. Dans l'introduction de son ouvrage « Le mystère du rectangle », Hützfeldt nous rappelle que l'on a tous un point aveugle dans l'œil, situé à l'endroit où le nerf optique pénètre dans la rétine. On ne le remarque pas car on le remplit avec ce que l'on s'attend de voir. Ces attentes, qui sont issues de nos expériences personnelles et de nos connaissances, bouchent constamment ce vide de la perception. Rudolf Arnheim va même jusqu'à affirmer dans son ouvrage « La pensée visuelle » qu'il n'y a pas de différence fondamentale quand une personne pense... il n'y a pas de différence fondamentale entre ce qui se passe quand une personne regarde le monde directement et quand elle pense les yeux fermés. Pour lui, perception visuelle et pensée visuelle ne font qu'un. Par exemple, après avoir vu une reproduction d'un tableau sur un écran d'ordinateur, comme c'est le cas pour vous aujourd'hui, cette image peut conditionner votre regard pour ensuite créer certaines attentes face à l'œuvre. Il se peut qu'en présence du tableau, vous confirmiez seulement l'image que vous avez vue auparavant, en soulignant ici et là les différences. Si je prends le temps de vous mentionner aujourd'hui comment nos attentes conditionnent notre perception, ce n'est pas pour faire un exposé sur nos mécanismes de perception. C'est plutôt parce que, comme peintre, j'ai décidé de jouer de cette situation. C'est donc au niveau de nos attentes vis-à-vis une peinture et des nombreuses ambiguïtés visuelles que la notion d'interférence vient s'inscrire dans ma recherche. Je suis constamment habité par ce désir de déjouer les réflexes visuels. Je m'applique à créer des espaces picturaux qui maintiennent le regardeur dans un mouvement de déchiffrage. Pour y parvenir, j'accorde autant d'importance aux phénomènes perceptuels générés par la couleur et les différentes structures visuelles et physiques du tableau qu'à la matérialité de la peinture. Je conçois un tableau par accumulation de matière, où celle-ci est d'abord déployée sur la surface pour laisser paraître une trace ou une empreinte. Ensuite, je mets en place différentes stratégies visant à brouiller la lecture des éléments sur cette surface selon la distance à laquelle l'œuvre sera regardée. Chacun des points de vue portés sur mon travail est susceptible de déjouer les attentes du regardeur. Il m'arrive donc d'imiter la texture granuleuse du mur à la surface du tableau, introduire un trompe-l'œil reprenant ses ombres portées ou ses bordures, modifier légèrement le faux cadre ou encore de reproduire différentes versions d'un même tableau. Ces stratégies détournent l'attention du plan pictural de mon travail vers sa réalité physique, c'est-à-dire un objet peint, éclairé et accroché sur un mur qui est lui aussi recouvert de peinture. Lorsque j'élabore un tableau, je travaille par tâtonnement avec la résistance de la peinture. Cela peut surprendre, car on m'a souvent dit que mes tableaux donnent l'impression d'être déterminés à l'avance. Seulement, les structures formelles, délimitées méthodiquement au ruban masqué, ne sont pensées qu'à la suite d'un travail rapide avec de la peinture liquide. Les traces issues de ce type d'intervention sont indirectement influencées par celles que j'observe lors de mes déplacements. Ça me surprend toujours de retrouver des échos à mes tableaux une fois qu'ils sont terminés à travers mes déplacements du quotidien. Richard Sennett nomme deux types de résistance dans son ouvrage « Ce que c'est la main ». Celle que l'on trouve, par exemple des nœuds inattendus dans un morceau de bois, et celle que l'on fabrique, comme le peintre qui gratte un portrait parfaitement utilisable pour tout recommencer. Ces résistances, qui caractérisent le travail manuel d'un artisan aussi bien que celui d'un artiste, sont présentes dans l'ensemble de mon processus de création. La résistance trouvée se situe au niveau de la trace qu'un outil laisse à la surface de mon tableau. Ces outils peuvent être spécialisés, industriels, utilitaires, scéniques, fabriqués et trouvés. Je les collectionne et les accumule à l'atelier. Il suffit que je sois intrigué par ce que l'outil laisse comme trace pour me le procurer ou pour le modifier.
Je commence généralement un tableau par la sélection de l'un de ces outils avec lequel j'ai le goût d'interagir. Ensuite, j'applique de la peinture extrêmement liquide sur la surface du tableau et je réalise des traces à l'aide de cet outil. Je n'ai pas d'intention précise à ce moment-là, ou plutôt, je cherche une rencontre avec mes intentions et les phénomènes rattachés aux réactions des matériaux. Ce que Sarah Troche nomme comme étant un hasard accidentel. Ces formes accidentelles arrivent lorsqu'il y a une trace qui me surprend et que je ne suis pas capable d'expliquer immédiatement comment elle s'est produite. À ce moment-là, je compose méthodiquement le tableau en fonction de cette trace. Ainsi, comme vous pouvez l'observer dans ce tableau, la vitre n'est plus seulement représentée en peinture, elle est également réelle, ou du moins traitée dans le contexte du tableau comme si elle l'était. Parfois, je mets en place un système me permettant d'explorer le fonctionnement de l'outil. Comme ici, c'est la première fois que j'utilisais l'outil pour faire le tableau avant de le faire. Ce système est ce que Sarah Troche nomme comme étant un hasard méthodique. Il s'agit de l'articulation entre intention et absence d'intention. Ce type de hasard fonctionne généralement par l'emploi rigoureux de règles. Au départ, il y a les données de départ, justement, les règles introduisant l'aléatoire et le caractère non intentionnel du résultat. Ici, les données de départ, c'est la dimension du tableau et les bandes horizontales qui sont liées à la largeur de l'outil que j'ai sélectionné. Ensuite, j'ai réalisé, au niveau des règles introduisant l'aléatoire, j'ai réalisé un dégradé de gris au noir en effectuant des bandes que j'ai ensuite recouvertes d'un lavis aux couleurs inversées que j'ai raclé avec l'outil qu'on voit un peu à gauche du tableau. Et au final, le tableau il a été terminé ici en rajoutant quelques petites interventions de rehaussement au ruban masqué ensuite. Sarah Troche mentionne que le hasard méthodique est opposé à celui accidentel et qu'ils ne peuvent exister ensemble, car le hasard méthodique ne devient opératoire et critique qu'en se dissociant radicalement des valeurs associées à l'accident. Dans mon cas, je m'inspire d'intentions qui émergent de ces deux types de hasard pour construire un espace pictural montrant à la fois l'application d'un système issu de contraintes, tout en affirmant une matérialité imprévisible et organique de la peinture. Ici, lorsque le tableau a été terminé, par curiosité, je l'ai recommencé en inversant sa luminosité et en y ajoutant de la couleur. Une fois exposés ensemble, j'ai réalisé que ces déclinaisons proposaient un effet de comparaison qui modifie considérablement nos mécanismes de perception. Ces deux tableaux peuvent être perçus au premier regard comme un simple filtre appliqué au moyen d'un logiciel de traitement de l'image. Par contre, ce qui peut sembler évident de loin ou, comme aujourd'hui en reproduction, se transforme en un long travail méthodique lorsqu'ils sont vus de près. Cet exemple de la duplication du tableau peut être rapproché à la résistance fabriquée de Richard Sennett, celle où l'artiste lui-même se crée des obstacles. Dans mon travail actuel, cette résistance fabriquée a pris beaucoup d'importance et se présente sous la forme de la répétition méthodique d'un tableau modèle. Ainsi, au lieu de recouvrir constamment mon tableau de peinture pour le voir autrement, comme je le faisais auparavant, je le repeins plutôt sur un autre support où je peux varier certains éléments de sa composition. Cette relecture, provoquée par l'emploi rigoureux d'une méthode, par l'attention que j'accorde aux traces des outils et par le fait de reproduire plusieurs fois le même tableau, caractérise mon travail et le distingue de celui de Pierre Dorion. Tout comme lui, j'ai un intérêt pour les détails de l'architecture et pour la confusion de ce qui peut sembler abstrait dans le tableau, mais qui est en réalité issu d'un modèle figuratif. Par contre, la représentation devient dans mon cas schématique et laisse davantage de place au traitement de la matière. Mon approche est plutôt similaire aux peintures dupliquées de Bernard Pifaretti. Chacune de ces peintures est divisée en deux par une ligne située au milieu du tableau. Il peint sur la moitié de la surface un tableau modèle, pour ensuite le reproduire de l'autre moitié. Jean-Marc Huitorel mentionne dans l'article « Les règles du jeu » que l'emploi de systèmes et de contraintes, comme c'est le cas pour Pifaretti, permettent à l'artiste d'être à la fois émetteur et récepteur, susceptible d'être étonné de son propre travail. Ainsi, lorsque je reproduis plusieurs fois le même tableau, je mets en place un système me permettant de redécouvrir mon travail lorsqu'il est mis en espace. Que ce soit par l'action de dupliquer ou de répéter,
La reproduction manuelle en peinture donne du temps à l'espace du tableau et provoque une relecture qui est celle de la conscience et de la vérification. Toutefois, contrairement à Pifaretti, je peins mes copies sur différents supports que je dispose ensuite à travers l'espace de la galerie. Une particularité qui provoque des allées et venues entre les tableaux où chacun d'eux est constamment amené à être vu par le biais de l'autre. Aussi, le système que je mets en place est plus ouvert que celui qu'emploie Pifaretti. Il peut changer d'une série à l'autre et à tout moment, il peut arriver un accident qui me fait repenser ce système. Je crois que l'erreur est humaine. Et quand je vois des pratiques d'une rigueur méthodique presque invraisemblable, comme celle de François Morellet, je ne peux m'imaginer qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, une erreur qui a été camouflée. Dans ce tableau-ci, il répartit méthodiquement 40 000 carrés, bleus ou rouges, en fonction d'un annulaire téléphonique ou un membre de sa famille choisit au hasard un numéro de téléphone. Selon si le chiffre se termine par un nombre pair ou impair, il peint le carré ou non. Ce tableau a pris près de 2 ans à réaliser et Morellet ne parle pas d'accident qui serait survenu durant son élaboration. C'est comme si une machine avait réalisé son tableau, ce qui n'est pas le cas. Dans mon cas, à droite, il y a seulement 3600 carrés et il est arrivé un accident considérable lorsque j'ai retiré le ruban masqué, ce qui a causé une maille dans mon damier. Au lieu de recommencer le tableau ou de camoufler l'accident, je l'ai souligné en blanc et elle est devenue la source lumineuse du tableau. Pour moi, lorsqu'un imprévu arrive, j'ai plutôt cette tendance à l'accueillir et à l'intégrer dans la composition du tableau. C'est en situant ici ma pratique dans un cadre historique que j'ai réalisé qu'elle était construite par opposition, non seulement entre le hasard méthodique et le hasard accidentel, mais également entre la matière et l'illusion. J'accorde autant d'importance au plan optique de mon travail, c'est-à-dire à l'illusion qu'il donne à voir, qu'au plan matière, c'est-à-dire la réalité matérielle du tableau. En règle générale, les peintres qui veulent créer un espace illusoire ou une illusion optique comme Bridget Riley n'affirment pas la matérialité de la peinture. Et ceux qui s'intéressent au statut d'objet du tableau et à sa mise en espace, comme Stéphane Larue, ont plutôt tendance à épurer le plan pictural. Bien que ce dernier utilise parfois des jeux d'illusion à la surface de ses tableaux, son travail, comme le mentionne Louise Derry, traduit l'expérience d'un rapport physique à l'espace et suggère de ce fait une force de représentation qui attache le regard au réel plus qu'à son illusion. En ce qui me concerne, lorsque je reproduis plusieurs fois un tableau, l'objet peint peut être aussi bien affirmé physiquement dans l'espace que représenté schématiquement à la surface d'un autre tableau. Erwin Panofsky nomme vision-perspective un espace illusoire, niant la réalité matérielle du tableau. Cette conception a longtemps été le modèle principal de la peinture. Gombrich, dans son ouvrage Art et illusion, rappelle cependant que le plaisir de l'illusion vient précisément de l'effort qu'accomplit l'esprit pour supprimer la différence qui sépare l'art de la réalité. En fait, comme ici, on a 2 choix, 2 visions qu'on peut adhérer, soit qu'on voit la perspective dans l'image, puis on voit le personnage en haut comme étant disproportionné par rapport aux autres, ou on peut juste voir un pictogramme de la même dimension qui est déplacé dans l'espace. Mais si on voit les pictogrammes de la même dimension, on ne voit plus l'espace perspective. Fait qu'on est tout le temps en balancement entre une vision ou l'autre. Les deux sont impossibles à voir simultanément. Et dans mon cas, ce sont précisément ces allers-retours entre l'illusion picturale et la réalité matérielle qui m'intéressent. Le plan optique de ma peinture conditionne la manière de percevoir les matérialités du tableau. Et inversement, le plan matière donne à voir les mécanismes de l'illusion. Il ne s'agit pas seulement d'une dialectique entre ces 2 plans, mais de générer un regard analytique qui, à travers ces allers-retours, interpelle constamment l'observateur. Dans le cadre de mon projet de fin de maîtrise, l'opposition qui caractérise mon travail entre méthode et accident, entre illusion et matière, se présente sous la forme d'une fenêtre brisée. Le tableau n'est plus une fenêtre ouverte sur le monde, selon la conception historique de la peinture qui tient le spectateur à distance, mais plutôt une vitre brisée, disloquée, décalée entre la réalité dans laquelle il s'inscrit et l'illusion qu'il donne à voir.
Alors voilà une petite démonstration de l'évolution de ce projet pour terminer ma présentation. Un outil me permet de faire un tableau. Le tableau devient un modèle pour faire d'autres tableaux. Et les tableaux me permettent finalement de faire un ensemble d'œuvres qui proposent un parcours visuel déployé dans l'espace. Ici, les tableaux semblent se déplacer d'une réalité à l'autre. Leur milieu a été retiré afin de présenter l'espace qui les sépare, en alternant méthodiquement espace réel et espace représenté. Le motif de la vitre brisée, donc du tableau-fenêtre n'étant plus capable de créer une quelconque illusion, conditionne l'idée générale de ce corpus. Il y a, en quelque sorte, un point aveugle qui empêche la perception des tableaux, qui amène le regard à les compléter par lui-même selon ses attentes. Un exercice presque impossible, car cet espace manquant est constamment reproduit et réaffirmé à travers l'ensemble des tableaux. Cette impossibilité et cette complexité visuelle sont justement ce qui m'intéresse pour maintenir le regardeur dans un état de déchiffrement. Un détail, une texture, une ombre, une bordure peinte en trompe-l'œil, va interférer sur la compréhension du plan pictural. Un tableau va interférer sur la perception du suivant. L'espace d'exposition va interférer sur la réception du corpus. Pour moi, la peinture est bien plus qu'une image rendue visible par le biais de la matière. Un tableau donne à voir différentes réalités qui interagissent entre elles ou l'espace où l'un interfère sur l'autre. Richard Sennett décrit la complexité que l'on rencontre ou que l'on crée volontairement durant l'élaboration d'un projet comme étant une façon de montrer qu'il y a souvent plus à voir que ce que perçoit l'œil. Pour lui, rendre les choses plus complexes est une technique d'investigation. Dans mon cas, l'investigation du plan pictural est provoquée par les différentes stratégies que je mets en place afin de brouiller la compréhension du tableau selon la distance à laquelle l'œuvre sera regardée. Pour conclure, je souhaite simplement rappeler que rien n'est fixe lorsqu'il s'agit de la perception humaine. Chacun des points de vue portés sur ma peinture peut être envisagé comme une zone intermédiaire du tableau. Je cherche ainsi à investir les endroits, bordures, ombres portées, et les détails qui passent généralement inaperçus en peinture pour déjouer les attentes du regardeur. Si c'est le regardeur qui fait le tableau, comme disait l'autre, il doit s'attendre devant mon travail autant à faire que défaire ce qu'il perçoit et d'être placé dans un constant mouvement de déchiffrage. Lettre de somme. À bon entendeur, salut. J'affirmerai, en manière d'introduction, et pour le simple plaisir peut-être de me compromettre, qu'il est plus important en art d'être intéressant que cohérent ou compréhensible. N'est-ce pas? J'affirme également que cette première phrase n'a pas besoin d'une voix plus auguste, plus ancienne que la mienne pour qu'on en accepte le sens. Cela va de soi, il me semble. Intéressant, dis-je, ne serait-ce avant tout que pour soi-même. Une pratique fonctionnera tantôt grâce à et tantôt malgré la théorie qui s'y rattache. Cette dernière est, au mieux, un outil à débroussailler grossièrement le sentier d'un tableau. Je prendrai toujours bien soin d'empêcher la mienne de devenir ce petit canif de fantaisie, cet objet fétichiste de collectionneur avec lequel on ne coupe jamais rien de peur d'en abîmer le tranchant. Tout ceci pour dire, bien candidement, que si je me vois sommé aujourd'hui d'enrober mes tableaux récents de références et d'idées, cette théorisation ne représente en rien une règle à laquelle je me sentirais tenu d'obéir. Elle est plutôt faite de commentaires post-coïtaux qui demeureront toujours en périphérie des œuvres. J'ai quelques difficultés, lorsque je pense à mes peintures ou que j'en parle, à distinguer ce qu'elles sont vraiment de ce que je voudrais qu'elles soient. Dans le même ordre d'idées, discourir sur ma pratique m'amène inévitablement à mélanger les tableaux que j'ai déjà faits et ceux que je n'ai pas encore faits. Il me faut composer avec la frustration d'y voir plus que je n'en peux montrer et dire encore beaucoup plus que je n'en peux démontrer. Dans le contexte de cette faiblesse naturelle, jumelée à une pratique de laquelle il serait bien malhonnête de dire qu'elle n'est pas avant tout fondée sur la concrétisation de visions subjectives, il est évident que la théorie ne saurait être qu'un glaçage blanc. Sa principale qualité sera d'être tentante et non pas cohérente ou nourrissante. Cela se reflète directement dans le travail d'atelier. À peine est-elle au monde,
À peine a-t-elle ouvert les yeux que je jette ma théorie éberluée au sol pour la fouler brutalement avec les pieds sales des nécessités du travail. Aussi savante soit-elle, la théorie ne commande rien. Elle n'est qu'une surenchère éduquée sur les produits de l'instinct et des pulsions. La théorie, je l'attache au calorifère de l'atelier et j'essuie mes pinceaux dans son pelage. Les éléments répandus par moi sur ces panneaux de bois n'ont souvent, à prime abord, d'autres rapports entre eux que le fait même d'être réunis ensemble sur le tableau. En toute honnêteté, si je les ai mis là au prix de tant d'efforts, c'est avant tout en réponse à deux interpellations plus capricieuses l'une que l'autre, et dont l'ascendant sur moi ne souffre aucune négociation. La première, la plus vénielle, est celle de la composition. Il s'agit des décisions que la peinture elle-même impose au travail. Pour peu que je lui témoigne quelque attention, que je lève sur elle 3 murs et un plafond et la voici lancer la peinture. Et elle se sent autorisée à me demander n'importe quoi. Rajoute une fenêtre ici. Là-bas, une échelle. Mets quelque chose sur la table. Tes personnages ne font rien. J'ai l'air épaisse avec le coin vide en haut. Mets du rouge, mets du bleu, blablabla. Enlève ce crâne. Ça fait 3 tableaux de suite que tu mets des crânes. Souviens-toi que je suis unique. Souviens-toi que je suis spécial. C'est verbeux, la peinture. Surtout les miennes. Elles sont bavardes, pour ne pas dire criardes. La deuxième autorité, le deuxième fantôme, ayant voix et veto au chapitre de ma peinture, c'est mon propre subconscient, qui se comporte dans mon crâne comme un colocataire inquiétant qui ne vivrait que la nuit. Sans le voir, sans avoir de rapport direct avec lui, je sais qu'il est présent parce qu'il déplace des choses. Cela paraît être d'ailleurs son activité principale. Quand lorsqu'au matin de ma conscience je me réveille, fâché d'avoir été troublé dans mon sommeil par son remue-ménage, je trouve le petit esprit meublé que nous partageons tout encombré de combinaisons insolites et fascinantes d'idées et d'images. Saugrenues à prime abord, elles paraissent pourtant très délibérées. Mon homme arrange pendant son chiffre de nuit des bouquets où se déploient les pires niaiseries avec les choses les plus graves en parfaite harmonie avec un doigté mystérieux, de telle façon qu'il est impossible de substituer un élément à un autre ou de les déplacer sans annuler la fascination que provoque non seulement l'ensemble, mais également chacune de ses parties constituantes. Avec ces combinaisons étranges, on dirait qu'il cherche à me dire quelque chose. L'apparente intention de langage à transformer ces petits arrangements d'objets en arrangements de symboles. Pour les observer mieux, je les pose sur la peinture comme sur une table de dissection. Je ne sais pas s'ils recèlent vraiment une sorte de vérité qu'il faudrait chercher à comprendre. Je sais seulement qu'elles donnent envie de les trouver vraies. Je suis sommé ici d'approcher académiquement mon travail, pourtant il va sans dire que rien de tout ce que j'affirmerai n'est démontrable comme le seraient les lois de la gravité, les principes de la chute des corps. Rien de tout ce que je montrerai de mes peintures n'a la prétention de détenir un quelconque pouvoir pédagogique, une quelconque vérité morale. Ultimement, rien n'est absolument vrai de ce que je dis et présente ici en dehors du fait que des tableaux existent, que c'est moi qui les ai faits et que je souhaite qu'on les voie. En d'autres mots, la peinture, c'est pas une raison pour se faire mal. Ceci énoncé, je devrais me sentir les coudées plus franches pour parler. C'est du moins ce que j'ai tenté d'obtenir puérilement pour moi-même avec cette abrupte introduction. Et pourtant, me voilà soudain pris de peur, à l'issue de ce soupir, car à cet instant précis, mon esprit me suggère une image terrible. Un homme gris, comme une pierre lourde, se tient dressé dans l'embrasure d'une fenêtre très haut perchée. Sa tête, empêtrée de démons obscènes, penche étrangement du côté du vide. Il a résolu de se donner la mort. Tous mes appels sont inutiles. Je connais pourtant cet homme, que je tiens pour intelligent et en d'autres moments sensible aux arguments de la raison. Mais il ne veut rien entendre. C'est fini. Il a sauté. Il est mort. Cette vision me trouble surtout parce qu'elle démontre bien qu'il existe de graves instants où certaines propositions délirantes mais impérieuses de l'esprit, bien qu'autrement aisément réfutables sans peine d'un revers de la main de la raison, influencent la réalité avec la même autorité que l'équation mathématique la plus évidente. Et si les lois de sa psychose peuvent ainsi directement amener cet homme à l'expérience de celle implacable et funeste de la gravité, on est forcé d'admettre qu'il faut compter avec l'irrationnel de l'activité mentale au même titre que n'importe quelle des formes explicables et logiques de l'existence. Alors, si la peinture peut, comme je l'ai dit plus haut, participer à la représentation de ces équations mystérieuses de l'esprit et donner corps à ces liens en apparence inexplicables mais impérieux qui s'imposent en périphérie de l'imagination, c'est qu'elle est peut-être importante et que j'ai menti. Elle joue certainement un rôle alors dans cette partie de la recherche de la connaissance qui concerne l'esprit, encore que je ne sais pas clairement dire lequel. Il faudra que je prenne la chose plus au sérieux. Il faudra que je sacrifie à l'autel de la théorie. Si l'inconscient est structuré comme un langage, comme l'affirme Jacques Lacan, j'estime que la peinture dispose de ressources particulières pour exprimer ce langage, par la concrétisation partielle, bidimensionnelle, des suggestions intuitives de l'inconscient. Je dis exprimer et non pas comprendre ce langage, car il serait bien candide d'espérer le comprendre au sens strict.
Tout au plus peut-on nourrir par l'activité de représentation une sorte de compréhension intuitive de ces choses. Mais on peut les exprimer. Si la psychose existe, la peinture est importante comme le pain. Dans le cadre de cette ruineuse maîtrise en art visuel, je travaille à la production d'une série de tableaux présentant des scénettes narratives associant les thèmes du travail ouvrier et à un imaginaire fantastique inspiré des clichés de l'imagerie ésotérique, évoquant l'inconscient collectif, la spiritualité et l'influence subconsciente du désir sur l'existence. Il s'agit pour moi de tenter de donner corps à un certain malaise existentiel, causé par l'interpénétration désordonnée et les rapports conflictuels entre perception, connaissance, imaginaire et idéal. Le vocabulaire visuel mis en place est obtenu instinctivement, selon une méthode de libre association héritée du surréalisme. Dans L'Amour fou, André Breton raconte comment, pour réfléchir au sens de certains événements, il se met à organiser et réorganiser frénétiquement de petits groupes d'objets, en cherchant à leur faire adopter les uns par rapport aux autres des positions insolites. L'auteur tente ensuite d'interpréter intuitivement ces étranges agencements en les mettant arbitrairement en rapport avec la situation qui l'occupe. Un peu comme tirer aux cartes en remplaçant les cartes par n'importe quoi. Ma pratique cherchera à exploiter le pouvoir d'évocation fondamental de ces associations d'objets, ou plutôt dans ce cas d'images d'objets, de personnages et d'idées, que permettent les arts de représentation, et leur utilité dans la recherche de la connaissance, particulièrement dans la mesure où ils permettent l'établissement de liens inattendus entre des propositions autrement séparées par la réalité. Une femme bleue cligne ainsi de son troisième œil dans l'embrasure d'une porte d'urgence laissée ouverte par l'ouvrier qui fume à l'occasion de sa pause. Un tas de briques et de planches côtoie une énorme main, paraissant admonester ou bénir. C'est Pierre Réverdy qui avait énoncé, en parlant de la source de l'image poétique, que plus les rapports des éléments rapprochés dans une œuvre sont lointains mais justes, plus l'image est forte. Cette force dont parle l'auteur est pour moi justement cette distance, qui est un espace dont la contenance peut beaucoup pour la mise en œuvre de ce pouvoir d'évocation détenu par l'image et mentionné plus haut. Il est un moyen de faire intervenir des idées sans les peindre, de rendre perceptible ce qui n'est qu'intuitivement pressenti. Je fonde sur ce principe de Réverdy la plupart de mes décisions de peintre, autant pour la détermination du contenu de chaque œuvre que dans l'orientation générale de groupes d'œuvres. Plus spécifiquement, dans la série de peintures dont il est ici question, le rapprochement métaphorique servant de toile de fond au récit proposé dans chaque tableau oppose l'humain, campé par le personnage du travailleur, absorbé par l'accomplissement d'une tâche concrète et immédiate, et la complexité du monde des idées, incarnée par une représentation synthétique du chantier, surchargée de symboles plus ou moins occultes et hantée par des spectres inquiétants. Reprenons l'exemple du tas de rebuts et de la main que j'ai mentionné plus haut. L'apparente charge symbolique de cette dernière, le caractère irréel de sa présence, que vient contredire son traitement pictural et sa position dans la composition, provoque l'effacement de l'évidente différence de statut symbolique entre ces représentations. Ces déchets ne sont plus uniquement une anecdote du décor. Ils doivent forcément, de par leur rapport à cette main, être eux aussi porteurs d'une vérité hermétique et mystérieuse. Et que dire alors de la signification de leur présence côte à côte? Seule la peinture a pu les rapprocher de cette façon et provoquer cette contamination signifiante. Toute représentation devient potentiellement un symbole. L'image est tout entière livrée au langage. Il n'est pas fortuit dans ce contexte qu'une certaine partie des éléments qui se trouvent dans mes peintures soient tirés de l'imagerie reliée à l'occultisme et à l'ésotérisme, comme on la retrouve dans les traditions maçonniques, rosicruciennes ou plus obscures encore. Il est important toutefois de souligner que je ne reconnais pas ces éléments symboliques de signification mystérieuse et hermétique précise. Je les emploie surtout parce qu'ils symbolisent la notion de mystère hermétique en tant que telle. Ils sont des gadgets qui permettent d'exprimer l'idée qu'il semble y avoir quelque chose à comprendre, mais que cette compréhension est en dehors de ma portée. Autrement, l'interprétation qu'on peut en faire est multiple et circonstancielle. L'important est le pouvoir d'évocation de ces formes, que leur confère leur lien avec des traditions de représentation. Comparant le déchiffrage des hiéroglyphes égyptiens avec le travail du psychanalyste, Lacan expliquait que tant qu'on a cherché quel était le sens direct des vautours, des poulets, des bonshommes debout, assis ou s'agitant, l'écriture est demeurée indéchiffrable. C'est qu'à lui tout seul, le signe vautour ne veut rien dire. Il ne trouve sa valeur signifiante que pris dans l'ensemble du système auquel il appartient. Ces phénomènes auxquels nous avons affaire dans l'analyse sont de cet ordre-là, un ordre langagier. Voilà bien une citation qui entretient avec mon discours une sorte de proximité lointaine, de la sorte qui entre toutes me plaît. Reprenons l'exemple de la main, que l'on retrouve dans plusieurs de mes peintures. Mais quelle est donc cette main? Comme pour tous ces serpents, ces ossements et ces outils, je puis dire à la fois un millier de choses et pas une uniquement. Elle représente en quelque sorte une forme de pouvoir occulte, l'extrémité de grands desseins incompréhensibles qui touchent l'existence de l'humain sans que ce dernier ne puisse clairement discerner le bras sinueux qui la relie à sa source.
Elle est peut-être parfois la finance, la spéculation, la théorisation à outrance qui manipule aveuglément la réalité. La main qui a tracé le plan incohérent du lieu même figuré dans le tableau. Elle est la chute finale de la séquence produite par le fameux battement d'aile du papillon. Elle figure l'influence imprévisible des mouvements abstraits sur l'existence concrète. Elle est rarement la providence. On la retrouve naturellement, ce motif, dans la tradition chrétienne, sous la forme de cette main de Dieu qu'on voit sortir d'une ouverture lumineuse dans les nuages. Son propriétaire est évidemment aussi invisible qu'omnipotent. De là, la petite main au bout des sceptres des souverains anciens, symbole du pouvoir, et qui semble, du fait de sa position, rallonger de la longueur de ce sceptre le bras du porteur. Les mains que je place dans mes tableaux sont celles que l'on imagine à l'extrémité de ce bras dont on parle dans l'expression « avoir le bras long », pouvant poser des actions d'une grande portée, produisant de grandes répercussions. Je pense aussi aux mains des deux personnages centraux de la célèbre école d'Athènes, de Raphaël, celle d'Aristote et celle de Platon, étendues chez le premier vers la matière et pour le second vers les hauteurs de l'idéal. Philip Guston fait sortir cette main d'une cagoule du Ku Klux Klan, armée d'un pinceau ou d'un mégot. Chirico montre un gant gigantesque, abandonné par cette main. Et maintenant que je me surprends à gesticuler outrageusement, encore une fois, en vous parlant comme ceux qui me connaissent savent que j'en ai l'habitude et s'en amusent, je me vois contraint de réaliser que la main est aussi, du moins dans le cas de ma propre identité, de ma propre histoire, un symbole intimement lié au langage. Bukowski était facteur, Burroughs exterminateur. Les peintres de Lascaux étaient des chasseurs. Chacun de ces créateurs, à sa façon, a, à différents degrés, pris pour point de départ le contexte de son activité alimentaire pour installer le récit. Je suis peintre en bâtiment, chacun son métier. Je me souviens encore de ce jour où, pédalant gaillardement vers une destination confuse, je fus soudain jeté au sol, comme Paul de Tarse sur le chemin de Damas, par un puissant éclair de lumière divine. Le ciel s'ouvrit alors et une gigantesque main fendit les nuages, accompagnée d'une gigantesque voix sans visage, mais dont la provenance était sans équivoque. « Antoine, mon fils !» laissa tomber la voix. « Oui, Seigneur, répondis-je, avec des yeux de Jeanne d'Arc. Antoine, dans ce film, tu seras le peintre, continua la voix. Alors que l'immense main ponctuait ces paroles sibyllines avec de grands coups de son index dans ma poitrine comme un mononcle pacté. Et tout de suite, l'apparition se résorba, sans que je puisse surmonter la gêne qui m'empêchait de poser la question pourtant cruciale qui me brûlait la langue. Quelle sorte de peintre? Dans le doute, et par dévotion, je résolus d'embrasser ce rôle dans toutes ses acceptations. Ce personnage du peintre que j'insère dans mes compositions, disons donc qu'il est peut-être moi, qu'il est peut-être moi aussi. Il est appelé à jouer un rôle multiforme et paradoxal. Premièrement, dans la mesure où il s'agit d'un autoportrait, il implique par l'homonymie du peintre et du peintre la permanence d'un double niveau de narration. Ensuite, et bien que cette figure soit de prime abord spécifique à mon récit personnel, je pense qu'elle trouve plus ou moins son équivalent dans le vécu de n'importe quel spectateur. Chacun doit, pour mener sa vie, en consacrer une partie à des activités de première nécessité à travers lesquelles l'idée qu'il se fait de son individualité ne trouve que très imparfaitement à s'affirmer. Un peu comme jadis le nu des classiques, pointant vers une identité humaine fondamentale par l'absolue absence d'attributs sociaux, mon ouvrier est une tentative d'exprimer cette même identité par son travail, activité emblématique pour moi de la condition humaine. Je souhaite donc, par la manipulation des codes de représentation et un détournement du langage visuel fondé sur des associations intuitives, élaborer une esthétique propre à exprimer et explorer en peinture un certain trouble existentiel causé par la nature conflictuelle des rapports entre perception, connaissance, imaginaire et idéal. Le peintre et son chantier comme métaphore et comme prétexte. Mon travail brouille les limites entre différents types de narrativité, amalgamant l'anecdote de chantier, le récit de rêve, le théâtre, la joke et la légende. On peut situer la source de cette approche de la création, cette libre modulation du ton narratif dans les écrits de Burroughs, la poésie de Denis Vanier et le cinéma de David Lynch, entre autres. On trouve dans les œuvres de ces artistes un emploi délibérément incohérent du temps, de l'espace, du niveau de langage, ainsi que des références à des niveaux de culture contrastés. Je réclame cette même liberté pour mes peintures, comme un autre moyen de rendre possible le rapprochement de réalités distantes nécessaires à ma recherche. En posant le travail ouvrier comme élément central de l'action, présenté dans le tableau, je cherche à installer l'histoire se déployant dans ce dernier en marge des récits principaux, un peu à la façon des techniciens de cinéma modifiant un décor entre deux scènes, ou lorsque des peintres préparent une maison entre la fin de l'histoire d'une famille et le début de l'histoire d'une autre. Les travailleurs de mes peintures existent, évoluent et agissent dans une sorte d'angle mort se déployant dans les interstices de récits principaux indéterminés. Ces coulisses théoriques me paraissent être un endroit propice au type d'exploration que je souhaite mener, tout ouvertes qu'elles sont sur la mécanique secrète du monde. L'esthétique mise en place dans ces œuvres témoigne aussi de cet entre-deux, de cette simultanéité des niveaux du récit.
La qualité du traitement des différents éléments d'une composition varie ainsi beaucoup, passant du naturalisme relatif à la représentation synthétique, aux perspectives erronées de l'architecture et aux motifs, donnant ainsi l'impression d'une réalité composite et peu cohérente. Ce jeu du langage visuel, inspiré par les travaux de peintres tels que Ronald Keatai, David Hockney et Philip Guston, vise à rendre perceptibles à la fois et sur un même plan les manifestations directement observables d'une situation concrète, les éléments issus de la surimposition de la connaissance et de la subjectivité sur cette situation, et ce qui est absent mais dont l'influence est ressentie intuitivement. Il exprime une angoisse existentielle générée par le peu d'adhérence entre l'expérience de la réalité concrète et la conceptualisation abstraite avec laquelle on tente maladroitement de l'interpréter. En conclusion, je crois qu'il faut se battre en chien sale, parce que c'est ce que nous savons faire, nous. Clouer les heures à l'établi, harnacher la rivière dans le dos, survivre nu tout l'hiver dans la neige de cette cour d'usine où le nylon des doigts abolit le toucher pour de bon, par le nœud et la fente du bois des palettes. Je possède très fort les choses qui survivent aux faillites, l'écho des pièces vides quand on peinture, le vent dans la fenêtre du char, le plaisir de spéculer au mépris des faits. Représenter et raconter, ce n'est peut-être pas tout à fait comprendre, mais c'est au moins donner corps à la volition d'un sens, un blasphème superbe contre la raison. C'est peut-être aussi, au contraire, un allongement de la planche du mystère au-dessus de l'eau, un élan qui n'a pour valeur que l'inattendu impétueux, comme une infirmière de nuit entraînant elle-même son agresseur vers les ténèbres du cul maudit et aveugle de l'éconoline terminale. Une façon d'orgueil et de fraude, une manière de rallonger le break, à la ligne fraîche d'une porte de secours où l'on fume, époumonné, entre l'hostilité du dedans et celle du dehors. J'ai su pourquoi les hommes dessinent, pour l'avenir. Des aurochs de poudre dans la caverne des jours. En fait, je compare souvent mon travail à celui d'une enquête et je suis guidée par mon instinct. J'explore la fiction générée par le processus photographique. Je pars à la recherche de l'ambiguïté qui apparaît parfois comme un mirage et je cherche à fixer ces images puis à les rapprocher d'une fiction. Et donc l'ensemble de cette fabrique d'images crée un univers surréaliste. En fait, l'animal apparaît pour moi comme un passeur entre le monde réel et le monde imaginaire. Un peu à l'image de cette photographie que j'ai faite sur une plage en Europe. Et qu'en fait, qu'il soit domestiqué ou sauvage, le monde animal m'intrigue et m'invite à percevoir la réalité autrement. Il m'amène à considérer qu'il existe d'autres mondes possibles et des manières de mettre à distance la réalité qu'on observe et du coup de l'interroger. Je vais donc à la rencontre de ce monde animal, dans des zoos, dans des aquariums, et c'est des lieux où coexistent la nature et l'artifice. Donc le monde animal est mis en scène dans un contexte artificiel. Et le but de ces mises en scène, c'est la monstration de ce monde animal. La nature et l'animal sont fantasmés grâce à des systèmes d'illusions qui font presque oublier la réalité de la nature. Ces lieux participent en un sens à la société du spectacle, en fait. Et je me réfère à Guy Debord, donc les années 60 sont bien présentes, encore une fois, qui revendique la société capitaliste comme un système qui génère de l'illusion et où la représentation est préférée à la réalité. Donc je cherche à me réapproprier ces lieux de mise en scène en exacerbant leur côté étrange qui ne dévoile qu'une facette de la réalité. Ce sont des sortes de mondes irréels où se jouent des tragicomédies avec comme personnages principaux les animaux vivants et les humains, les metteurs en scène. La nature est souvent caricaturée et réduite au grotesque. J'ai donc opéré une mise à distance de cette réalité par la photographie. Et en fait, dès l'acte de la prise de vue, il y a un sentiment qui se déclenche, c'est celui qui est proche de l'inquiétante étrangeté. Je cherche alors à retrouver ce ressenti tout au long de mon processus, en amenant un trouble dans mes images, un état de questionnement inquiet. Et donc, dans mon projet actuel, je joue avec la construction de ces représentations en exploitant les différents éléments visuels, statiques et furtifs. En fait, les images en couleur, c'est des images qui sont prises avec mon appareil photo numérique. C'est un peu comme des notes visuelles avant les prises de vue en argentique. Et donc, ces dispositifs techniques d'illusion rappellent le théâtre, des décors de cinéma. Ils maintiennent une distance entre le visiteur et l'animal. La vitre, la cage, le cadre dirigent le regard. Les effets de lumière modélisent l'espace.
Il y a aussi des décors peints, des trompe-l'œil. Donc j'envisage la réalité de ces lieux de monstration comme des studios photographiques de cinéma entre éléments mouvants et fixes. En fait, ce sont des dioramas vivants, des métaphores de la photographie. En fait, en y repensant, je considère ces comme des sortes de reliques de photographie, des simulacres de la réalité de la nature. Donc, photographie d'après la réalité de ces dioramas. En fait, étymologiquement, diorama veut dire ce qui est vu à travers, de duo travers, et de panorama, ce qui est vu. En fait, pour faire un petit rappel historique, c'est en 1822 que Daguerre en fait, a créé les dioramas. Et il élabore ce procédé de trompe-l'œil en peignant des immenses toiles translucides et animées par des effets d'éclairage, ce qui crée l'illusion du jour et de la nuit. En fait, Daguerre s'associe par la suite à des chimistes pour créer le processus qui invente la photographie. Et donc, il crée le daguerreotype. Je vais vous montrer qui sont des plaques voilà, assez abstraites. Et donc, c'est une image sans négatif. Enfin, c'est une image produite par un procédé, une surface d'argent photosensible, grâce à une caméra obscura. Et donc, en fait, pour conclure cette petite aparté historique, le concept donc, de l'illusion du réel est indissociable à la genèse même de la photographie. Par ailleurs, la photographie scientifique a permis de renouveler le regard, souvent des surréalistes, qui a permis d'ouvrir les frontières du visible, de l'irréel. Et les images scientifiques naturelles sont proches des interrogations du début des débats de la nature de la photographie entre la technique et l'art, en fait. Donc, je m'intéresse au potentiel d'illusion du réel, de simulation, de simulacre généré par le processus photographique. Je crée des images fiction et je viens accentuer la part d'illusion dans la réalité en affirmant la photo comme un vecteur fictionnel. Et dans mon processus, je m'interroge sur la matière même de la photographie, son écriture graphique et ses fonctions de reproduction. J'opère des va-et-vient entre l'immatériel et le matériel. Je fais des mises en abîme de photographie, donc je suis amenée à refotographier, reproduire la même image sur différents supports. Techniquement, j'utilise l'argentique parce que ça me permet de revenir aux sources de fabrication de l'image photographique. Je photographie en numérique, comme je vous l'ai dit, avec mon appareil photo cellulaire, qui est plus pratique pour faire des repérages en fait, de cadres potentiels de lumière. Mais du coup, l'argentique, en fait, c'est le rapport en fait, au négatif qui m'intéresse, puisqu'il garde une sorte de suspense un peu. Et ça me permet de développer mon imaginaire, une sorte de fiction. Donc ce procédé technique, son histoire, m'amène donc à comprendre le processus de base de fabrication des images. Et donc je suis fascinée par cette transformation du réel en image. C'est un peu... Il y a quelque chose d'un peu de mystique autour de ça. Et voilà, il y a souvent des métaphores de magie. La boîte noire, la chambre obscure. Et donc, en ce moment, je travaille sur des plaques de photopolymère qui rappellent un peu le principe du daguerreotype. Et en fait, ça me permet de revenir aussi au geste en fait, de la main qui vient révéler l'image en fait, en imprimant de l'encre dans la plaque. Et finalement, le processus de fabrication ressemble à une sorte de cérémonial quasi antique, une sorte de rituel artisanal. Et en fait, je viens mélanger la technologie. Ça me permet de rester dans un espèce d'état d'entre-deux, entre l'immatériel et le matériel. Quand l'image négative se transforme en image numérique, c'est plus facilement manipulable aussi. Et pour le photographe et théoricien Baudrillard, le moment du négatif, il crée un décalage qui permet à l'image d'exister comme une illusion du réel. Pour lui, l'illusion ne s'oppose pas à la réalité. Et je vais le citer, en fait, l'illusion est une autre réalité plus subtile qui enveloppe la première du signe de sa disparition. La photo n'est pas une image en temps réel, elle garde le moment du négatif. C'est ce léger décalage qui permet à l'image d'exister comme illusion du monde réel. En fait, le regard photographique vient en supplément de la vision normale. Pour saisir le réel, il faut le cadrer. C'est une logique de structure. Le cadre compose. Il fait apparaître d'autres éléments. Le choix du cadre, de la prise de vue vient abstraire la réalité observée.
Donc il y a une découpe qui se crée entre la réalité et donc, dès la capture, en fait, l'image, elle est altérée en fonction des procédés chimiques propres aux procédés photographiques. Le film sensible, sa qualité, le grain, en fait, aussi de la sensibilité de la pellicule. Et les lumières aussi présentes. Dans les aquariums, c'est souvent des néons froids, bleus, qui participent à une atmosphère et une ambiance. Et donc, j'utilise tous ces dispositifs pour rendre visibles d'autres potentiels, dans du potentiel imaginaire, en fait. Et donc, du coup, dans mon travail, il est beaucoup question d'abstraction. Et je joue des clairs-obscurs, des formes géométriques, des lignes obliques. Et en fait, je viens ajouter aucun autre élément. J'utilise plus la soustraction, en fait, du coup, par le recadrage, pour intensifier la décontextualisation du réel. En fait, une simulation de la réalité qui induit un autre rapport au réel, qui inclut des effets de réel et de fiction lors de ces reproductions. En fait, mes projections visuelles sont imprégnées d'univers de fiction surréaliste, en particulier de cinéma noir et fantastique, proche de la science-fiction, comme David Lynch, Hitchcock, mais aussi Jean Painlevé. Et en fait, j'imagine mon exposition comme un musée imaginaire, proche d'un cabinet de curiosité, entre un décor de film noir et la réalité. Et je cherche à explorer le genre cinématographique du film noir, parce qu'en fait, pour moi, il expose dans ses récits les malaises de la société, et l'esthétique est proche de l'expressionnisme du baroque. Il y a aussi un aspect psychologique, l'aliénation, le double, la mise en abîme, l'obsession, le voyeurisme, et une forme de dramaturgie qui est basée sur la morale, la transgression, l'émancipation. Maintenant, je vais vous faire quelques références théoriques. En fait, pour la fiction, je me réfère à Jean-Marie Schaeffer, qui s'appuie sur le scepticisme platonicien face à ces représentations de la réalité, qui affirme que la fictionnalité est intrinsèque en fait, à la représentation visuelle mimétique. Donc en fait, je vais interférer avec la faculté mimétique pour troubler le rapport avec la réalité. Et pour le théoricien Michel Poivert, la photographie, elle a ces facultés de faire penser et de penser le rapport que nous entretenons avec le réel. Donc mes recherches, elles visent à ouvrir le champ de l'imaginaire. En fait, je me demande si la photographie, elle reflète l'imaginaire. Foucault propose une définition de l'image comme une photo de l'imagination, et du coup, cette définition, elle est au cœur même de mes préoccupations. Il s'appuie sur l'exercice de la psychanalytique. L'image est une prise de vue sur l'imagination du rêve. Il y a aussi Rosalind Krauss qui décrit la photographie comme au départ une trace laissée par la lumière, mais aussi comme une écriture qui, pour devenir intelligible, doit s'inscrire dans un discours. Elle précise que le rapport au réel est toujours médiatisé et en fait qu'il s'agit plus d'un fantasme de rapport direct au réel. Donc en fait, la photographie, vu qu'elle est obtenue par un appareil qui se substitue à la main, elle devient une copie de copie, la copie d'un original qui n'a jamais existé, donc un simulacre. Et donc dans le monde du simulacre, on a du mal à distinguer la réalité du fantasme, des vraies copies des fausses, et la photographie permet de multiplier les dédoublements, les mises en abîme et les chaînes de référence illimitées. Donc elle produit de l'espacement, et en fait ça produit un artefact qui entretient cette valeur de rupture avec le référent, puis la réalité. Et donc pour vous introduire à la suite de l'exposé, je vais vous lire un passage qui est extrait d'un des livres qui m'influence. C'est un livre qui date de 1958, je l'ai posé sur la table juste à côté. Et en fait je le trouve assez pertinent par rapport à mes propos. Donc en fait, en humanisant la nature, en attribuant aux actes des animaux des mobiles imaginés par comparaison avec les nôtres, on a vulgarisé le monde animal. Et donc la véritable nature animale est tout à fait différente de ce qu'on imagine.
Le progrès technique et le développement de la civilisation matérielle et capitaliste coupent peu à peu les derniers liens qui rattachent l'homme à la nature. Presque tous les paysages terrestres sont plus ou moins menacés. Aujourd'hui, je ne vais pas vous citer tous les exemples alarmants, faire un constat dramatique de l'exploitation de la nature par l'homme. Mais en fait, on ne peut pas quand même nier cette réalité puisqu'elle s'affiche sur nos fils d'actualité numériques, sur nos téléphones portables, entre autres. Donc, je vais vous lire plutôt un extrait plus poétique pour présenter l'univers dans lequel nous avons évolué dans mon projet. J'ai choisi de m'intéresser à l'univers aquatique. Donc, j'avais une... Okay. En fait, c'est que... c'est qu'en fait, je voulais vous présenter juste comme... En fait, c'est une photographie de l'océan Atlantique. Et en fait, du coup, c'est un échantillon de mer. Et en fait, du coup, la mer, elle est génératrice de vie. Et en fait, c'est pas seulement une masse d'eau. C'est une substance vitale, en fait, qui est perpétuellement renouvelée et en fait, d'où procèdent toutes les créatures. Le 9/10 des végétaux sont des plantes marines. Ce sont des algues unicellulaires minuscules et en fait, il y en a partout dans l'eau de mer, ce qui contient du sel. En fait, elles se nourrissent de ce sel. Et du coup, la combinaison de ces sels avec d'autres éléments chimiques de l'eau ont donné naissance à des molécules qui furent les premières substances vivantes. Et donc, les organismes les plus évolués se développent et la suite de l'évolution a fait apparaître des formes plus ou moins différenciées, comme notamment les crustacés, en fait, les crabes. Et en fait, on cherche toujours à connaître les causes qui ont déterminé l'évolution, les mutations qui se sont produites. En fait, ce sont des mécanismes qui nous échappent et qui restent mystérieux. La figure d'un volcan, ou plutôt de la maquette d'un volcan, m'est apparue en voulant expliquer le processus de superposition dans mon travail. Je cherchais alors un moyen de raconter la constante métamorphose dans laquelle je situe les images que je produis. Il y a, dans ma façon de procéder, un mélange d'idées, confus et disparates, que je ne cherche pas tant à clarifier, mais plutôt à pratiquer. Une sorte de magma dont l'éruption demeurait imprévue. Le magma, infiltrant, renvoie à l'éruption de la lave, de la roche en fusion. L'aspect imprévisible des chocs provoqués, une fois en contact avec la surface de la Terre, reflète bien le phénomène d'une invasion du monde extérieur par un monde intérieur, inconnu. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le choc de la rencontre de mondes opposés, mais l'écart qui les sépare, un espace paradoxal qui s'explique dans un constat de contradiction, ou plus précisément dans le doute. Mes recherches portent sur l'indécision comme moteur de production à travers une pratique éclectique de la photographie, alliant art imprimé et installation. Attiré par les paradoxes, je considère que l'attraction des contraires génère un sens nouveau. C'est pourquoi je me réfère à la notion d'éclectisme pour développer cette approche, tant pratique que théorique, c'est-à-dire dans une volonté d'accueillir les idées les plus diverses, sans les considérer comme exclusives. Je reprends ici les mots de Philippe Saint-Germain, doctorant de l'UQAM en sciences et religions et enseignant de philosophie au Cégep d'Huntsic. Dans sa thèse « La culture des contraires, éclectisme, syncrétisme et bricolage », Saint-Germain met en lumière les tensions et les contradictions qui animent différentes réalités éclectiques présentes dans la culture, et ce à travers diverses époques, des néoplatoniciens à nos jours. Ces exemples de cas artistiques passent du symbolisme ancien au graffiti, ou encore de la création artistique surréaliste au phénomène des films cultes. L'auteur avance que, très souvent, l'éclectisme et les œuvres hybrides dénotent, en apparence, de l'incohérence et des emprunts mal assimilés. Pourtant, en développant sur ce qui se joue dans le processus de recomposition et de bricolage dont les œuvres hybrides résultent, l'auteur souligne à maintes reprises la créativité et le dynamisme qui animent ces réalités éclectiques. Ce sont là des caractéristiques décisives de notre propre culture contemporaine. Selon lui, l'éclectique pratique le doute,
mais ce doute n'est pas aussi radical que celui de Descartes et il n'est pas utilisé comme une méthode de pensée. C'est plutôt un moyen, un outil. L'affirmation de mon incertitude générale dans la vie occupe une place inhérente au développement de cette approche. Je travaille a priori à partir d'une banque d'images constituée de dizaines de photographies, archivées depuis les quelques dernières années. Je ne décide pas d'emblée ce que je vais faire d'une photo en particulier, je crée plutôt un foisonnement en maintenant un rapport banal avec la photographie, le même qui caractérise bien aujourd'hui la création et la prolifération dématérialisée de photos d'archives personnelles. J'y reviendrai. Au départ, je prends des clichés avec des appareils analogues bas de gamme. L'usage d'un appareil photo instantané, dont l'objectif et le cadrage ne peuvent pas être totalement contrôlés, occasionne des aléas que je tente de récupérer par la suite. Photographier avec un film négatif permet, bien entendu, de ne pas revenir en arrière, voire d'oublier l'instant de prise de vue. La dépense de pellicule m'importe peu. Elle m'amène à limiter et à paramétrer ce que je documente, simplement. Lorsqu'un sujet attire mon attention, je le saisis qu'une seule fois, assumant que je travaillerai avec, même si, au final, c'est un peu autre chose qui apparaît sur le film. Souvent dû au manque de précision dans le cadrage sans bon objectif, au manque de stabilité ou encore de lumière. J'oriente normalement la caméra vers des surfaces blanches, des bouts de papier, du gypse, de la brique, des draps de lit et de la neige. Ces surfaces pourraient, à la limite, se retrouver écran de la projection de l'image qui suivra sur la pellicule. Une projection qui aurait lieu avant même que n'existent vraiment les images. Sachant que le devenir de ces photos ne concerne pas l'archive personnelle, ni d'être montrées pour leur valeur individuelle d'expression artistique, je réfléchis plutôt à leur potentiel de recomposition. Pour moi, la photographie est écriture, et les images, elles, se métamorphosent en matière que j'assemble en superposition pour former un tout. Un décor lo-fi, bricolé, qui me sert à raconter le monde dans lequel je vis à travers mes extases quotidiennes. L'expression lo-fi, abréviation du terme low fidelity, est apparue autour de 1980. Elle désignait généralement le son de groupes de musique underground dont les méthodes d'enregistrement rudimentaires servait à produire un son volontairement sale, en opposition à une sonorité plus aseptisée de la musique populaire. Le caractère sonore, sans finesse, contribue à l'impact artistique de l'œuvre. À défaut d'avoir encore nommé mon appréhension de la pratique photographique, j'appelle affectueusement cette façon de procéder les remixes des traces de mon vécu, à travers lesquels j'évoque ouvertement ma perméabilité aux influences du monde qui m'entoure. Espaces habités, rencontres, sauts d'humeur, communication fragmentée, musique populaire, graffiti, et ainsi de suite. Une sorte de journal en perpétuelle réécriture. Avec ces remixes, j'assemble des mixtapes visuels faits à partir d'échantillonnages, des snapshots. Ils peuvent prendre forme imprimée, en installation ou en projection. Dans la culture hip-hop, les mixtapes sont des compilations expérimentales de rap qui comportent habituellement des improvisations et des pièces instrumentales. Ils sont souvent distribués gratuitement en ligne entre deux sorties d'albums. J'imagine mes mixtapes visuels, eux aussi, comme des entre-deux, extensibles et malléables. Saisissant, par exemple, une capture en direct de mon écran d'ordinateur en guise de montage vidéo, en accordant une attention particulière aux effets de transition. Je réécris, je revisite et je recycle dans un ensemble chaotique de manipulations à travers lesquelles j'agis sans but précis dans l'espace qui se situe entre ce qui est visible et ce que j'aurais voulu voir. Dans le processus d'écriture de l'image, étape plus primitive et intuitive, je remarque qu'au fil des transformations, la forme devient le contenu. La séparation du fond et de la forme, dans l'analyse picturale, me rappelle les tags et les graffitis où calligraphie et dessin unissent mots et images. Dans un esprit de transgression de l'ordre, qu'il soit doué ou non, reconnu ou anonyme, le graffeur agit dans une économie de gestes et de temps. En faisant pareil derrière mon petit ordinateur, avec des dizaines de photos souvent bâclées, j'observe que la post-production des images me défamiliarise de leur valeur d'archives personnelles et quotidiennes.
Ici, la post-production se superpose virtuellement aux photographies, ainsi qu'à leur processus de captation, de numérisation, d'impression et d'archivage. Dans un cadre restreint d'outils et de techniques, je recompose simplement avec ce qui s'offre devant moi. L'aspect composé du traitement esthétique en surimpression me rappelle l'application de multiples couches de peinture en aérosol. La transparence de la peinture vaporisée, l'exécution hâtive ou les éclaboussures et coulisses du jet de la bombe mal contrôlée dénotent diverses superpositions temporelles. Les graffeurs récupèrent les éléments de la culture pour façonner leur signature. Voilà une analogie qui me séduit. En remettant en question l'ordre qui régit la vie quotidienne, le graffiti tranche souvent par rapport à ce qui est attendu. Souvent liés au vandalisme et à la provocation sociale, les tags et les graffitis sont effectués à l'improviste, dans le secret. Au-delà de transmettre un message à la société, le graffeur prend place dans sa communauté selon des principes de singularisation et d'affiliation. Selon Jean Boudrillard, la singularisation et la conformité articulent la société de consommation. Dans l'ouvrage « La société de consommation, ses mythes et ses cultures », il y aurait, selon lui, le fait d'avoir en commun le même code, de partager les mêmes signes qui vous font différents tous ensemble de tel autre groupe. Il y a donc dans l'acte même de singulariser un désir de se conformer. Un rapport aux autres s'impose entre la représentation de soi et le regard de l'autre. Ce pourquoi le langage graphique du graffeur me fascine. En trouvant son style, il trouve sa voix et son rôle dans le monde. Un langage visuel qui fait en sorte qu'on pense à lui lorsqu'on voit ses marques. Je m'intéresse à la superposition temporelle dans le graffiti. Elle produit un effet d'interférence dans mon champ visuel quotidien que je tente de reproduire à mon tour, comme sur les murs extérieurs des bâtiments urbains couverts de tags que j'observe se transformer subtilement tous les jours. En observant de près cette manière de faire, je tente d'articuler un paradoxe sémantique qui stimule mon esprit de contradiction et de transgression. L'indécision active la production. Nommer l'indécision comme étant productive m'amène à réfléchir au soi-disant détachement qu'elle suppose, car le refus de statuer peut avoir l'air paresseux. Dans la vie, je suis particulièrement attirée par ceux qui transforment la réalité de manière anarchique et imprévisible. Les courants de contre-culture attirent évidemment mon attention. Ces courants sont caractérisés par une attitude de provocation et parfois d'une certaine dérision à l'égard de la société. On définit la contre-culture en opposition aux formes de culture établies ou en marge des normes sociales. Il faut tout de même demeurer vigilant. La marginalité prise pour elle-même, entretenue, devient rapidement une construction artificielle, voire une marque de commerce. À cet effet, je me garde donc une certaine réserve et préfère me pencher sur la complexité qu'annonce l'affirmation négative plutôt que sa représentation et ses récupérations culturelles. En insistant sur l'attraction des contraires, pour reprendre les mots de Philippe Saint-Germain, je tente de délimiter ce qui semble aléatoire parce qu'indécidé ou encore incohérent parce que bigarré. Problématiser à partir d'une affirmation négative amène à en saisir l'enjeu, le potentiel productif, en explorant les oppositions qu'elle mène. Au final, le développement d'une pratique de l'image découlant de l'indécision fait en sorte que je prends position dans un certain écart, avec les risques que cela comporte. D'un point de vue productif, ma position semble contradictoire. Elle me mène néanmoins à questionner ce qui trouble la fabrication d'images, soit leurs conditions impermanentes. Depuis les dernières années, nous vivons une succession rapide de changements de technologie, de simplification d'interfaces, de traitement des images. Ce qui m'obsède ici, c'est cette nouvelle banalisation de la place qu'elles occupent dans l'espace social qui m'entoure. Ces changements surviennent si rapidement qu'il semble que l'expansion du monde des communications avale celui de l'art. Je pense ici, par exemple, à comment, avec un téléphone intelligent, je prends des photos, les envoie et les efface instantanément. Je ne raconte rien de nouveau. Il est devenu accessible à tous de prendre des photos, de les sublimer, d'appliquer des filtres, de les recadrer, et ainsi de suite.
avec les albums archivés sur des sites de réseaux sociaux, le rapport qu'on entretient avec la production d'archives personnelles semble désormais plutôt anodin. Cette manière de faire, devenue commune à nombreux d'entre nous, m'amène donc à vivre autrement avec les traces de mon vécu et à en transformer le contexte, et aussi me pousse à l'actualisation d'un ensemble de contraintes qui vient stimuler des trouvailles. En travaillant des espaces picturaux hybrides à partir d'une matière photographique plutôt low-fi, captée analogiquement, je fais aussi face à des banques de photos qui s'agrandissent au fil des jours. À l'égard des récentes interprétations sociologiques du statut qu'occupe l'image dans la société, je cherche comment contextualiser mon approche de recomposition dans le foisonnement visuel que je m'impose. Et ce, sans pour le moins m'empêcher de produire des images, et sans non plus chercher à épurer le regard. Il s'agit de faire système, pour la cohérence de l'ensemble, plutôt que d'effectuer une décision pour elle-même. Plutôt me détacher, donc, pour m'engager autrement, pour voir ce qui peut arriver, comme en provoquant une éruption mousseuse d'encre noire avec du vinaigre. Un décor servant de prétexte pour prendre un détour et aller ailleurs. Peut-être entre les images, dans leur interférence, ou encore dans l'empreinte négative de ce qu'elles rendent visible. En faisant face à ces constats, je tente de subvertir la production d'archives personnelles et non de la rejeter. Situant l'indécision au cœur de cette démarche, j'explore les rapports entre ce qui m'est proche et ce qui m'est lointain, cherchant de nouveaux contextes de lecture et d'écriture des images.